Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Livia Arcé. Pour cette 3e discussion avec Livia sur le podcast, nous avons aujourd'hui voulu échanger sur le sujet du deuil. Le deuil fait partie de notre vie, pourtant il est plein d'idées reçues et on en parle très peu. Qu'il s'agisse de la perte de notre animal, d'un changement important dans son comportement, ou même simplement de son arrivée, il n'est pas rare de devoir traverser une phase de deuil. C'est pourquoi il nous semblait important de partager ici avec vous ce qui peut l'être. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Livia. Salut Livia. Coucou. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Bon, je suis ravie de t'accueillir pour la 3e fois sur le podcast. Tu es donc, tu reçois la palme de l'invitée la plus récurrente. Ouais, c'est toujours un plaisir, merci à toi. Bon, je suis ravie de faire cet épisode avec toi, même s'il est un peu spécial, parce qu'aujourd'hui, on va parler du deuil. Thème très, très souvent demandé, à la fois de ton côté avec ta communauté sur les réseaux et moi via les auditeurs du podcast. Donc, je suis ravie de faire cet épisode, même si on y va toujours un peu à reculons. Mais c'est important d'en parler. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être... pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore écouté les 2 autres épisodes que tu as enregistrés avec moi sur le podcast, qu'est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Livia, je suis l'humaine de 3 chiens, dont un qui n'est plus là depuis janvier. Donc on en avait déjà parlé, mais Django, Nazca et Néliel. Et moi du coup, je suis éduc canin et je suis aussi psychologue pour humains, ce qui fait que voilà, mes pratiques s'entremêlent un petit peu, surtout dans le dernier dispositif dont on avait aussi parlé. Game of Pause, dans lequel je travaille avec Morgane Boroviac, psychologue aussi, et dans lequel on propose différents accompagnements pour particuliers professionnels qui ont des animaux, et autour de tout ce qui va être psycho, prise en compte de l'humain, tout ça. Trop cool. Et donc, du coup, si vous voulez aller écouter ces 2 autres épisodes pour en savoir plus sur Livia et toutes ses multiples activités, donc il y a l'épisode, je crois, je vais me risquer à me mettre des chiffres, mais je crois que c'est l'épisode 30 sur le Puppy Blues, l'épisode sur la prise en compte de l'humain. Je vous mettrai les 2 épisodes en barre d'infos de celui-ci si vous voulez aller l'écouter juste après ou juste avant. Vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, c'est placé. Bon, Livia, on va raconter l'histoire de cet épisode parce que c'est toi qui est venue me voir en me disant « Bon, ça y est, Claire, je crois que je suis prête à parler du deuil. Est-ce qu'on peut le faire sur ton podcast ?» Et je te dis « Oui, bien sûr, viens. » Et c'est à peu près tout ce qu'on s'est dit. C'est vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui t'a fait un peu de déclic à te dire « Ok, c'est bon, je crois qu'on peut en parler. » Alors déjà, l'envie d'en parler, c'est parce que, comme je l'ai dit avant, le 26 janvier, il y a Django qui est parti un peu inopinément, il n'a pas prévenu du tout. Et j'ai la chance d'avoir une communauté sur les réseaux qui est très ouverte, très accueillante et pour la grande majorité très bienveillante aussi, qui fait que je me sens assez libre de partager un tas de choses, dont mon long périple avec mon deuil. Et du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de pouvoir en parler un petit peu comme je l'avais fait avec le Puppy Blues. Et puis au final, j'arrivais pas à trouver une manière de l'écrire parce que c'était au début sous forme d'article qui me semblait assez humaine, sans cette froideur comme ça de l'écrit. Et du coup, je me suis dit que j'allais te demander si on pouvait en discuter parce que je trouvais cette plateforme assez safe aussi pour pouvoir déposer ce sujet-là et de pouvoir répondre aussi à un besoin, j'ai l'impression, chez les personnes qui ont des animaux ou pas, mais de parler du deuil, qui est un sujet un peu tabou. Ouais, c'est clair, on n'en parle pas beaucoup. Et en plus de ça, ça recouvre pas forcément que la partie décès, on va dire. Ça englobe beaucoup d'autres choses dont on a
un peu brièvement parlé de manière assez éparse au travers des épisodes. Donc, je suis contente de consacrer vraiment un épisode là-dessus. Et merci beaucoup pour ta confiance que tu m'accordes une nouvelle fois. Donc, je suis vraiment honorée. Peut-être qu'on peut commencer par une définition du deuil. Oui, alors peut-être la définition avec mes petits mots. Alors la définition un peu générale, ce serait que c'est la mise en place d'un processus intrapsychique, à la fois comportemental, cognitif, socioculturel, face à la perte définitive d'une personne, un décès, d'une situation, que ce soit une rupture amoureuse, un divorce, un emploi, ou bien encore d'un objet. Ça, c'est avec les grands mots. L'idée du deuil, c'est un petit peu l'expression de faire son deuil. Ça veut un petit peu dire, on va dire, passer à travers sa douleur. Et la douleur, on peut la ressentir à plein de moments aussi différents. L'idée du deuil, je dirais que c'est vraiment à partir du moment où on a investi quelque chose sur un objet avec un grand O, une personne, un animal, une situation, un projet, une idée, une envie, quoi que ce soit, à partir du moment où on a investi des choses là-dedans et que cette chose n'est plus possible, n'est plus accessible, et bien cet investissement-là, on se le reprend un petit peu en pleine poire, en quelque sorte. Et il va falloir un peu composer avec. Pas sûr que mes mots étaient plus simples que la définition Si, je crois. Si. Ok. Enfin, Ok, bah déjà, merci pour cette contextualisation qui est quand même importante quand on parle de notions aussi importantes et aussi méconnues au final, parce que je crois que tout le monde a déjà prononcé ce mot un jour, mais une fois qu'on travaille un peu dessus, ou en tout cas qu'on s'y intéresse de plus près, on voit que c'est un peu plus large que ça n'y paraît. Il me semble qu'on parle de phases dans le deuil. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors je peux en parler. Après, je pense que je vais faire mes petits warnings aussi concernant ces phases et je vais juste appuyer aussi sur le mot socioculturel là, que j'ai donné avant dans cette définition parce que, bon, alors c'est un concept qui nous vient tout droit de Sigmund Freud. Mais il faut comprendre que du coup, c'est vraiment pris dans la psychanalyse qui elle-même est prise vraiment dans son époque, dans sa culture. Et le deuil, on ne le vit pas de la même manière en fonction de la culture dans laquelle on évolue. Et donc il y a une dimension culturelle, mais il y a aussi une dimension individuelle, c'est-à-dire que ces phases-là, il ne faut pas les prendre de manière trop rigide. On n'est pas obligé de passer partout dans l'ordre. C'est un petit peu comme les émotions, tu sais, c'est pas quand on est content, on est juste content. Et genre si content, c'est la couleur jaune, on est tout jaune. On est content, puis un peu de colère, un peu de dégoût, un peu de ci, un peu de ça, toujours. On est toujours une belle palette d'aquarelles bien mélangée, et c'est un petit peu pareil pour le deuil. Mais du coup, par rapport aux phases du deuil donc, qui avaient été avancées par Elisabeth Kubler-Ross, on retrouvait déjà l'étape de choc, la première, on a le déni, la colère, une petite entre-étape de marchandage, la tristesse, suivie de la résignation, et suivie de ce qu'on appelle l'accueil, l'acceptation. Au-dessus, pour certains cas précis, on peut même parler de reconstruction, voire de sérénité à la fin. En gros, on a le chemin comme ça. Ouais, c'est pas mal d'étapes. Ouais, on passe par plein de couleurs différentes. Là, notre palette là, d'aquarelle, elle en gagne tout plein, avec différents reliefs, différentes nuances. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'être choqué. En fonction des circonstances de ce deuil-là, il n'y a pas forcément de choc. Il n'y a pas forcément de colère à proprement parler non plus. Et la colère, elle n'est pas forcément avant la tristesse. On peut tout ressentir en même temps, avoir du mal à dire, avoir du mal à faire, se couper parce qu'il y a trop en même temps. Mettre un peu en stand-by aussi et le faire plus tard. Oui, on peut très bien mettre en stand-by à un moment. On peut très bien déconnecter. Et le cerveau, très souvent, déconnecte plutôt. Et peut dire, je verrai ça plus tard quand je me sentirai en capacité de le processer un petit peu. Ce qui est intéressant dans le deuil et dans ce sujet-là, tu l'as mentionné, c'est l'aspect très individuel finalement que ça comprend. On peut théoriser un peu les choses, mais il n'en reste que dans l'expérience, quand on le vit, et même quand on le vit plusieurs fois, je pense qu'on ne vit pas forcément deux deuils, deux expériences de la même manière. Il y a un côté très individuel, très marqué là-dessus. Il y a des expériences aussi qui sont plus marquées que d'autres. Et donc, de fait, ça peut se matérialiser de différentes manières. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes manières dont ça peut se matérialiser, que ce soit personnellement, socialement, culturellement, parce que c'est aussi ça, c'est très, très propre à chacun et à tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes.
Alors déjà, il y a pas mal d'écrits sur tout ce qui est des différentes manières de faire son deuil dans les cultures. Et c'est chouette, vous allez sur Cairn, et puis vous allez chercher vous allez trouver plein d'articles à ce sujet-là. Maintenant, en fait, si on veut, il y a autant de manières que de vivre qu'il y a de deuil, en quelque sorte. Et ça, c'est peut-être une chose qui est la plus importante, c'est de s'enlever ce poids-là, de se dire il faudrait que je fasse comme ci, ou il faudrait que je fasse comme ça, ou c'est pas normal de penser ci, ou c'est pas normal de penser ça. La dernière fois, j'avais eu pas mal de retours sur le fait que donner un peu des choses que moi j'avais pu penser, ça aide aux personnes à déculpabiliser un petit peu. Mais par exemple, je sais que après la mort de Django, il y a pas mal de fois où Nelly, elle se barrait derrière le gibier. Et en fait, je me disais, mais tu te rends compte, de colère dans ma tête, je me disais, mais tu te rends compte, tu m'as volé des années de vie avec mon chien, avec mon entre guillemets vieux chien, parce que t'es jeune et tu fais plein de conneries, etc., etc. Enfin, tu vois, ces ressentis de colère-là, je pouvais les dire, mais qu'à des personnes particulières. Parce que j'avais peur qu'on se dise, mais en fait, je suis un monstre de penser ce genre de trucs. Alors qu'en fait, il y a plein de pensées comme ça, de tristesse, de colère ou autres, qui sont tout à fait naturelles, en fin de compte, et chacun le vit à sa manière. On peut... Je pense là au chien, du coup, tu m'as fait partir là-dessus, mais on peut reprendre un chien directement. On peut attendre de reprendre un chien. Il y en a, je sais pas si vous en avez déjà croisé, pour le coup, moi j'ai déjà croisé des personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, j'ai eu un chien et j'en aurai jamais plus d'un dans ma vie. Je veux plus d'autres chiens, c'est celui-là et ce sera aucun autre. C'est une manière aussi de vivre avec son deuil. Et la manière de le vivre, du coup, ça touche pas mal de sphères différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une sphère physique d'épuisement, de fatigue, de difficulté à trouver le sommeil, de troubles alimentaires aussi. Et en même temps, il y a tout le contraire. C'est-à-dire qu'on peut se noyer dans le boulot, on peut se noyer dans les activités, on peut décider de tout plaquer, puis quitter, puis aller à l'autre bout du monde. Toute la sphère psychologique, évidemment, sur les émotions, les sentiments, toutes les pensées qu'on peut avoir, là dont je parlais un petit peu avant, mais ça peut être une espèce de colère de fond aussi. Tu vois, comme cette palette d'aquarelle, j'ai bien mis une belle plaque de béton au-dessus, mais en même temps, je capte que là, les mois qui sont venus après, les années après, j'avais moins de patience, j'avais moins de tolérance. Mon conjoint, ma conjointe, est en capacité de me dire là, t'es dur. En ce moment, on te sent à fleur de peau. Et moi, je le ressens pas en tant que tel, parce que j'ai mis ma belle plaque de béton, mais elle n'est pas totalement imperméable. Et une dernière sphère aussi, qui est toute la sphère sociale et relationnelle, c'est on peut aussi vachement... ça reste une perte importante, et ça peut complètement nous impacter aussi sur notre manière de relationner avec les autres. Soit, encore une fois, de se noyer dans les gens, de rechercher un petit peu les sentiments qu'on ressent chez les autres, de venir questionner ou autre, de venir se rejouer, de venir se mettre dans des situations qui vont soulever comme ça des émotions, mais qui nous permettent, en fin de compte, dans la finalité, de les ressentir. Mais ça peut être aussi un isolement total et intégral. Le temps de ressortir de sa coquille. Cacher. Ouais. On n'en parle pas, on s'enferme, on avance, et puis... Et finalement, tout autant de techniques que la psyché, on va dire, met en place, non pas parce qu'elle a envie de nous embêter, mais parce qu'elle nous protège aussi. Qu'il y a potentiellement un mécanisme de défense qui est là pour dire, là, c'est un peu compliqué pour toi. On utilise quelques béquilles, et puis dès qu'on sent que tu vas mieux, on enlève les béquilles, et puis tu pourras ressentir, quoi. Il y a un truc que tu as mentionné qui est effectivement... qui, moi, me frappe, je crois, dans peut-être 90% des épisodes, c'est un sujet qui est abordé parce que je pose toujours la question à mes invités de l'histoire qu'ils ont eue avec les chiens. Est-ce qu'ils ont toujours baigné dans l'univers du chien ou est-ce que c'est arrivé plus tard ? Et donc, très souvent, il y a des souvenirs d'enfance associés aux chiens. Enfin, voilà, globalement, je pense que le chien, c'est quand même un thème assez universel. Ça évoque forcément quelque chose à des gens. Et donc, souvent, ça évoque aussi du deuil, parce que peut-être un chien qu'on a connu et qui n'est plus. Mais c'est vrai que je vois qu'à chaque épisode, finalement, ça me questionne moi aussi là-dessus. Et je vois que cette question du deuil, elle est omniprésente, en fait, tout le temps dans nos histoires. De manière générale, on est tous touchés de près ou de loin par ça. Et c'est ça aussi qui en fait que c'est difficile d'en parler, parce que ça constitue aussi qui on est. c'est un vrai sujet. Et effectivement, la dimension constante... Enfin, je sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de répit, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas de répit. Enfin, en tout cas, on voit que c'est là dans chaque histoire, et que c'est aussi des fois des raisons d'être à de nouvelles histoires qui arrivent. Et je trouve ça vraiment
Je trouve ça vraiment touchant, mais marquant. Et ouais, et juste pour ça, je pense que c'est... Et des fois, c'est inconscient aussi. Des fois, c'est inconscient. Et dans nos métiers, on y est particulièrement... on est particulièrement exposé à la question parce que, voilà, c'est très souvent... Et d'ailleurs, quand tu nous avais dispensé le cours justement sur le deuil dans la formation l'année dernière, je me souviens qu'on en avait pas mal parlé et ça m'avait beaucoup marqué le fait que, voilà, qui arrive encore... qui arrive régulièrement, en fait, où on va chez des gens qui viennent d'adopter un chien. Le chien arrive parce qu'un précédent vient de partir ou est parti il y a plusieurs années ou plusieurs mois ou quelques semaines ou quelques jours. Et la manière dont c'est conscient ou pas à ce moment-là, au moment où nous, on arrive et on prend l'histoire, elle fait beaucoup de choses. Ça influence beaucoup la suite. Je me suis un peu perdue dans tout ça, mais... Non, mais complètement, c'est un événement de vie qui chamboule et qui heurte, mais aussi parce que c'est très intéressant. En plus, je pense pas que mon frère écoutera, mais on en parlait dans nos 20 heures de voiture là, pour rentrer d'Italie. Parce qu'on a dans notre société, alors je sais pas, je le dis comme ça, mais dans notre société, j'ai l'impression qu'on a ce culot de vivre comme si demain nous était dû, un petit peu. Et comme si on n'y pensait pas vraiment. Et en fait, il y a un moment où la mort vient heurter. Oui. Là, je parle vraiment d'un décès, du coup, où un décès vient heurter et ça met un stop dans le temps, mais un stop tellement bref et sec qu'il y a quelque chose où ça impacte et ça vient modifier aussi la personne ça peut venir en tout cas modifier la personne dans son fonctionnement. Et il y a quelque chose de définitif là-dedans qui donne un espèce de goût amer qui fait que on ressent plus forcément les goûts de la même manière après. Et en même temps, ça nous ouvre à toute une palette aussi de nouveaux goûts qui sont intéressants à expérimenter. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire qu'effectivement, c'est des sujets qui touchent, donc qui font que on peut aussi très facilement... Par exemple, là, depuis janvier, au début, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit « Tiens, lis-moi ce bouquin, lis voir ce truc, c'est très beau, cette vidéo en parle, c'est très beau. » Et moi... Alors, désolée pour les personnes, mais je refermais le message aussitôt. Je ne voulais pas, hors de question. J'avais tellement envie de leur dire « Mais arrêtez, vous êtes en train de me secouer, je suis pleine de larmes, je ne vais pas arrêter de pleuvoir, quoi, c'est pas possible. » Donc, s'il y a des personnes comme ça qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire un stop, à revenir écouter plus tard, à prendre la dose dont vous avez besoin et puis à prendre soin de vous juste après. Mais effectivement, ouais, pour revenir à ce que tu disais là, il y a vraiment le côté où c'est très personnel, ça vient impacter, ça ouvre d'autres portes. Et il faut le faire comme on se sent de faire, en fait. Je crois qu'il y a surtout ça. Il faut se laisser aller aussi à ce qui nous vient, à ce dont on a besoin sur le moment, parce que c'est tellement peu prévisible que faut aussi se faire confiance et se lâcher. Ouais. Il y a presque un peu des fois cette injonction à il faut faire son deuil, ça va passer, ça va aller. Et des fois, la réalité, elle n'est pas comme ça. Et on a besoin de prendre beaucoup plus de temps, mettre ça... et parfois prendre des années, ou des fois prendre vraiment beaucoup, beaucoup moins de temps et passer à autre chose directement. Mais c'est une dimension qui est hyper importante et je trouve que cette injonction à faut faire son deuil, elle est à prendre vraiment avec des pincettes, en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'injonctions qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai même envie de dire des pincettes de 3 km qui font qu'on les garde à 3 km. Mais parce qu'en plus, faire son deuil ne veut pas dire grand-chose. Enfin, dans l'expression faire son deuil, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où... et ça aussi, c'est d'une violence inouïe. Parce qu'on peut le vivre aussi d'une manière genre, ok, j'ai fait mon deuil, j'ai oublié la personne ou l'animal. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Je pense qu'une personne qui est en deuil, elle l'est toute sa vie. Parce que, à ce que je sache, personne n'est encore revenu de cette étape de mort, donc en fait, on y est encore, quoi. Et on y sera toujours, on devra toujours fonctionner sans cette personne-là. Et faire son deuil, c'est vraiment, comme je l'ai dit là au tout début, mais c'est passer à travers la douleur. C'est que finalement, c'est pas après la douleur, il n'y a plus rien. C'est après la douleur, il peut toujours y avoir la tristesse, une forme de colère aussi en fonction des situations. C'est simplement que ça ne nous empêche plus de fonctionner. On peut refonctionner, mais on a... Je veux dire, moi, je parle de mon chien là, mais il est toujours avec moi. Peu importe. Est-ce que ça veut dire que je l'ai oublié, que je ne l'ai pas beaucoup aimé, parce que là, ça fait que 6 mois, et que la personne que je connais, elle n'a pas mangé pendant 1 an, etc. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, et c'est d'une grande violence de se dire, parce qu'il y a quelque chose où ça retient aussi. De se dire, mais en fait, je vais m'accrocher à cette douleur parce que c'est tout ce qui me raccroche à ce que j'ai perdu. Et ça, c'est OK. C'est-à-dire que c'est totalement OK d'aller mal. À 100%, c'est OK d'aller mal, même très mal. C'est aussi OK à un moment, quand on se le sent, d'aller mieux. Ouais.
Je change un peu de sujet, mais je reviens quand même à des trucs qu'on s'est dit. Moi, je me souviens quand on avait enregistré l'épisode sur le Puppy Blues, je crois que c'est une des premières fois où on avait vraiment parlé du deuil, parce que justement, t'expliquais que l'arrivée de Néliel chez toi, c'était le deuil de ta vie avec que 2 chiens à ce moment-là. Alors, c'était dans un contexte plutôt cool, plutôt joyeux, parce que tu accueillais quand même un chien que tu avais voulu, que tu avais espéré désirer pendant longtemps. Mais il y avait quand même cette question du deuil qui s'était posée, et je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu à ce moment-là, on s'était un peu attardé sur le sujet à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'était aussi pour montrer que le deuil et le sujet du deuil, il est vraiment propre à plein de situations et pas forcément que à des personnes qui décèdent, dont la vie leur est ôtée, que ça peut aussi être des situations qui changent. Et pour revenir un peu sur le sujet de nos chiens, de nos vies avec nos chiens, en vérité, il n'y a pas du deuil que quand notre chien décède. Il y a aussi du deuil à plein de moments dans notre vie, dans la vie qu'on partage avec lui, parce que des situations peuvent changer. Complètement. Alors, je suis pas sûre que le moment du puppy blues a été pour le mieux ou pour quelque chose d'agréable, parce que je sais pas si j'ai le droit de dire de gros mots, mais j'en ai vraiment chié à cette période-là. Mais effectivement, il y a quelque chose où en fait, on est en deuil plus souvent qu'on peut ne le penser. Ouais. On s'attarde pas sur la définition du deuil. Mais comme je disais avant, en fait, ça peut être autant la perte définitive d'une personne, dont on parlait là, mais ça peut être aussi une situation, une rupture amoureuse. Ça, on en parle un peu plus librement, de faire son deuil de la rupture amoureuse, de faire son deuil du couple. Dans le divorce, mais ça peut être la perte d'un emploi aussi. Et dans l'idée d'une situation, il y a aussi une situation fantasmée ou une situation projetée, dans le sens où je me suis tout donné, je me suis défoncée pour avoir cette augmentation ou cet emploi-là. J'ai commencé à désinvestir mon emploi, moi, j'ai donné ça, j'ai déménagé pour être plus proche du nouvel emploi que je visais. Et puis à la dernière minute, je ne l'ai pas. C'est toutes des projections qui meurent, en quelque sorte. Mais ça peut être aussi une maison que j'ai voulu acquérir, ça peut être aussi, en termes familial, à un moment, de faire le deuil du parent dont on aurait eu besoin. De se dire, bah non, définitivement là, c'est pas à moi de faire le travail pour eux et j'arriverai pas à avoir les relations que j'aurais envie d'avoir, ou dont j'aurais besoin. Mais ça peut être aussi avec son animal. Ça, des fois, on peut avoir un peu plus de difficultés à s'en rendre compte, mais là, je pense à une personne que je connais qui a vraiment... on a sa jument et elles se sont tout données parce qu'elles étaient à fond dans des épreuves X ou Y. Et la jument s'est blessée. Et le après est d'une douleur sans nom. Parce qu'il y a un deuil d'une vie rêvée, d'une activité rêvée. Mais c'est la même chose avec nos chiens. Bon, moi, quand j'ai eu Django et que j'ai compris ce qu'était la réactivité, j'étais en deuil de l'image que j'avais du chien... avec qui j'irai partout sans laisse parce que notre relation sera géniale et qu'il n'aura Dieu que pour moi et que c'est pour ça que j'ai pris un berger allemand et que blablabla. Pas du tout. Et que je peux même pas aller avec des potes et que ci et que ça. Ouais. C'est aussi une forme de deuil. Ces personnes qui ont des chiens qui font de l'anxiété de séparation, c'est un peu pareil. C'est le deuil de cette forme de légèreté au quotidien pendant un temps, je vous le souhaite. Mais en même temps, même si c'est pas définitif, il y a quand même toute une période de travail où nos habitudes en prennent un coup. Mais tu vois, en t'entendant dire ça, je me dis que c'est presque un trait commun à toute problématique comportementale qu'on peut rencontrer avec son chien, en fait. Ou presque à toute problématique, même pas forcément comportementale, mais tout ce qu'on peut rencontrer avec nos chiens, à partir du moment où ils rentrent dans nos vies, on a forcément une image en tête de pourquoi est-ce qu'on prend le chien. Et je trouve que même si s'arrêter sur cette question... pourquoi est-ce qu'on a envie de prendre un chien, à quel besoin il va répondre chez nous, parce qu'on le fait avant tout pour nous. Qu'est-ce qu'on projette de faire avec lui? Tu disais de l'avoir en liberté avec nous partout, de l'amener partout avec nous, etc., de lui faire telle activité, tel autre truc, qu'il soit comme ci, comme ça, qui va être... Et en fait, à la fin, il arrive ce chien, ce chien X qui n'est pas forcément le chien dont on arrivait ou avec qui on pensait faire ça. Et en fait, finalement, à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, c'est ça aussi qui rend la vie avec un chien parfois difficile. C'est que quand on rencontre une difficulté avec son chien, parce qu'on le comprend mal, parce que
parce qu'il a finalement des peurs qu'on n'avait pas vu venir ou qu'il a des soucis ou des angoisses ou que sais-je, il y a un deuil à faire à ce moment-là, quoi. Complètement. Et j'ai presque envie de dire que, alors, des projections et de l'imagination, etc., on en fait tous à un moment ou à un autre. Euh, on en a tous, même si c'est très bref, même si c'est de dire, voilà, j'ai pris mon petit berger australien et je le vois déjà adulte, et nous, pouvoir faire des trucs adultes. Une image très, très... ça, c'est assez naturel. Maintenant, ce qui va dépendre aussi, c'est combien de billes j'investis dans cette projection-là. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont traverser plus en profondeur que d'autres en fonction de ce qu'elles ont investi, en fonction de ce qu'elles se reprennent dans la tête, en quelque sorte. Ouais. C'était tout là la définition aussi du début, c'est de voir que finalement, à partir du moment où on a investi certaines choses de nous, que ce soit une envie, des attentes, une sorte de fantasme, un besoin ou autre sur quelque chose, et que c'est pas possible, on se le reprend. Et cette phase, c'est toute cette longue phase d'acceptation, il faut la passer. Après, à quel niveau on la passe, ça dépend de ce qu'on a mis dessus, quoi. Il y a des personnes qui vivent très bien avec leur chien réactif. Hein. En tout cas, quand je dis qu'ils vivent très bien, c'est pas le côté, c'est plus le côté où ça va pas forcément péter une image qu'elle s'était faite. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué dans tous les cas. Mais en même temps, ça vient pas chambouler sur une marche qu'elle s'était créée pour s'appuyer dessus pour avancer. Et c'est là aussi que je trouve que c'est important aussi on ne le répétera jamais assez, de s'informer avant d'accueillir un chien, mais typiquement, je trouve que, au travers de ces podcasts, que je suis la première consommatrice du contenu que je produis, mais je mesure à quel point ça peut permettre d'avoir des retours d'expérience, des histoires de finalement ça s'est passé comme ça, ou finalement j'ai vécu ça avec mon chien, etc. Moi, je recommande vraiment, et c'est aussi ça, mon cœur de cible avec ce podcast, c'est d'atteindre des gens qui n'ont pas encore de chien pour essayer d'avoir des témoignages oraux, et comme tu dis, c'est un peu plus personnel que des témoignages écrits, de personnes qui ont des chiens, qui ont rencontré des difficultés avec, parce qu'on parle souvent de ça, parce que ça nous nourrit beaucoup, mais c'est aussi du deuil qui s'est créé à un moment donné, et si ça nous a nourri et si on a retiré quelque chose, c'est aussi parce qu'on est passé par une étape de déconstruction, de deuil, et qu'on a cheminé dans la douleur que ça nous a amené à ce moment-là. Globalement, de s'informer avant de faire le choix de prendre un chien, ça contribue aussi à réduire peut-être la dureté, la difficulté qu'on peut rencontrer au moment où ça se passe pas forcément comme on l'avait projeté. Parce que ça se passe rarement comme on l'avait tout à fait projeté. En tout cas, alors je suis pas certaine que ça va venir apaiser d'une certaine manière ou baisser l'intensité à laquelle on peut le vivre. Après, d'en être conscient ou de savoir que ça existe, tu vois, c'est un peu comme le puppy blues, rien que de savoir que ça porte un nom et que c'est pas juste nous qui déraillons, ça peut faire du bien. Après, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'est jamais préparé parce qu'on sait pas, tu vois, c'est comme la charge mentale d'avoir un chien. Moi, je le vois quand je fais des séances pré-adoption, j'ai beau le dire, ça n'impacte jamais tant que tu te prends pas ces 500 kilos sur la tête. Le jour où il pose sa première patte chez toi, tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire. Et je pense que ça va avec le deuil, en fait, ça vient avec. Ça, pour le coup, je peux échanger pas mal de manière assez libre avec des personnes que j'ai en clientèle. Certaines, c'est ok, elles s'y étaient préparées et ça va, ça pique un petit peu quand même, à certains moments plus que d'autres. Tu vois, genre par exemple, quand elles se disent, ok, là, j'aurais bien aimé aller boire un verre avec mes copines juste après le travail, mais non, parce qu'il y a ça. Ça peut piquer un petit peu là, pas tant sur le côté frustration, mais plus sur le côté, ouais, c'était vraiment une habitude que j'avais. Et là, cette habitude-là, la plus fréquente que j'avais, je pourrais vraiment pas l'avoir, c'est-à-dire que mon quotidien a vraiment changé. Tu vois, certains, ça va être là-dessus, et d'autres, ça va être un gros poids comme la charge mentale qui vient, et c'est des grosses angoisses qui sont soulevées parce que c'est, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et sur le versant du deuil, ça te tombe sur la tête et c'est mon Dieu, mais en fait, je pourrais plus jamais vivre ce que j'ai vécu avant. Du coup, ça permet au moins de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas en train de dérailler, parce qu'apparemment, ça inquiète beaucoup de personnes de savoir qu'on peut dérailler. Mais après, si on doit le vivre, on le vivra en quelque sorte, quoi. Ouais. Ça fait un peu fataliste, mais...
Non, je crois pas que ça se fatalise, mais en tout cas, je trouve que... Enfin, tu vois, je sais pas, pour revenir sur mon expérience, là, Siobhan est arrivé il y a 4 mois et demi maintenant à la maison. Euh, ça a été une assez courte préparation par rapport à ce que j'avais pu mettre avant d'avoir Charlie. Enfin, voilà, en durée, en tout cas, ça a été très, très différent. Et en concentration aussi, du coup. Et j'avais un peu peur, tu vois, de ce côté, du côté Puppy Blues. Évidemment, je suis plus informée que quand j'ai eu Charlie la première fois. Donc, voilà, je savais que ça serait moins violent qu'avec Charlie. Mais je pense que d'avoir été autant informée, d'avoir aussi pu prévenir aussi ce côté-là, parce que je savais que voilà, bon, ça allait arriver dans une période où elle allait arriver dans une période où forcément ça serait pas hyper évident pour moi, mais c'était quand même le bon moment pour qu'elle arrive, etc. Donc pouvoir aussi prévenir ce côté-là et me dire ok, j'ai tel et tel plan B, tu vois, je vais pouvoir organiser ma vie pour que quand même avoir des moments un peu soulagés, tu vois, et venir prévenir ça plutôt que de tout se prendre dans la figure en étant tout seul à gérer ce chiot là qui vient d'arriver. On revient sur le sujet du chiot et du puppy blues, mais pour moi c'est une expérience quand même, et pour toi aussi qui l'a vécu assez douloureusement. C'est quand même pas rien. Donc je trouve que le fait d'informer, le fait de s'informer aussi avant de faire les choses, avant que ça n'arrive, ou de savoir que ça pourrait changer et être autrement, même si ça n'enlève rien au moment où on vit, à la manière dont on va le vivre. En tout cas, ça peut permettre de s'y préparer quand même à minima, je trouve. Mm-hmm. Oui. Oui, alors moi, tu sais, je suis très partisane de tout ce qui est des nuances, donc en fait, puis de tout ce qui est très individuel. Donc, je pense qu'il y a vraiment, pour une grande partie, c'est quelque chose de très rassurant. Et ça permet de se préparer, d'avoir quelques petites billes un petit peu. Et pour une autre partie, et du coup, ça me permet aussi de m'adresser à cette autre partie-là, que si on est quelqu'un de très anxieux, des fois, on peut aussi j'ai presque envie de dire, de se nourrir. Et comme le champagne, tu vois, on monte la pression et puis après, poc, et puis ça explose, alors que peut-être que ça n'aurait pas été le cas si on n'avait pas... Mais aussi parce qu'en fonction, en fait, l'idée, c'est plus de dire, renseignez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de vous plonger et de connaître les moindres détails du truc, d'exactement comment ça va fonctionner, parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, et dans tous les cas, il y a toujours des personnes autour de vous, alors que ce soit amis, famille ou professionnels, il y a toujours des aides et des ressources à convoquer pour sortir de là. Oui, et alors c'est bon, je ne pensais pas partir sur ce sujet-là spécifiquement, mais c'est vrai que pareil, pour rester sur ce point préparation à avoir un chien et ce que ça fait quand il arrive, typiquement on peut voir aussi l'effet inverse, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est un peu de crier avant d'avoir mal. L'aspect très très voire trop informatif. Moi j'ai quelques clients, j'ai la chance d'avoir quelques clients qui écoutent beaucoup de ce podcast ou qui ont écouté beaucoup le podcast avant de me contacter, et donc avant d'avoir un chien, et qui ensuite ont un chien et en fait en savent tellement, ont tellement cherché, ont accumulé tellement d'informations qu'une fois que le chiot est là, c'est très très compliqué. Je pense à quelques personnes qui se reconnaîtront si elles l'écoutent, mais qui est une autre manière aussi de les accompagner avec ce trop plein d'informations qui fait qu'en fait ça fait monter l'anxiété plus que ça ne la calme, en fait, finalement, de savoir, parce que on a l'impression que voilà, mon chien a aboyé, paf, il va être réactif, mon chien a bougé un peu quand il était tout seul à la maison, paf, il fait de l'anxiété de séparation, etc., et d'aller du coup ajouter des étiquettes et des étiquettes qui font très très peur sur notre chien, qui est finalement qu'un petit chiot qui découvre et nous aussi qu'on découvre à ce moment-là. Donc il y a aussi ce côté un peu boulimie d'informations auquel il faut faire attention pour pas se noyer dedans. Je pense que dans tous les cas, à partir du moment où on est un petit peu conscient de ça, on fait juste attention, et on fait attention à être accompagné aussi en fonction de nos besoins. On fait avec ce dont on a besoin. Si on a pris tout plein d'infos parce que de base on est déjà assez anxieux et qu'on pensait que ça allait nous rassurer, mais en fait plus on s'informe, plus c'est compliqué. Effectivement, d'avoir quelqu'un à côté qui peut nous aider à structurer un petit peu ses pensées ou ses infos, ça peut être important. Et en lien du coup avec la perte d'un animal, il y a aussi le côté où, quand je disais avant qu'on trouve toujours de qui nous accompagner,
qu'on trouve toujours une personne pour nous accompagner plutôt. Pour le coup, je trouve que dans le deuil, c'est un petit peu différent dans le deuil d'un animal. Ouais. Parce que là, on peut se retrouver face à soit de l'antipathie, c'est-à-dire que les personnes voient mais s'en fichent un petit peu de ce qui se passe pour nous, soit, et peut-être c'est encore pire, une forme d'apathie. C'est vraiment le côté... ils remarquent même pas que ça puisse être compliqué. Enfin, il y a vraiment quelque chose où, selon l'environnement qu'on a en termes humains, on n'est pas forcément entouré de personnes qui peuvent comprendre à quel point ça peut déchirer de perdre son animal. Et dans ce cas-là, plutôt que de s'enfermer en soi, de savoir qu'il y a des professionnels de la santé, et là pour le coup je parle de psy, qui sont sensibilisés à ça, je pense que c'est salvateur pour le coup, parce que vivre ça tout seul, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'on ne mérite pas de le vivre tout seul. Je pense qu'on mérite aussi, et les relations qu'on entretient avec nos animaux méritent aussi d'être parlées d'une certaine manière. D'être dit, voilà ce que j'ai perdu, quoi. Et pas juste de... Sauf si on en a besoin pendant un temps. Ça, encore une fois, on ne lésine pas sur les besoins. Mais si on a le besoin d'en parler, c'est important d'avoir un endroit où on puisse le faire et être écouté à la juste valeur de ce qui se passe pour nous, en fait. C'est surtout ça. Ouais, carrément. En tout cas, par exemple, je sais que chez Game of Pause, c'est une grande demande qu'on a. Ouais. De pouvoir... c'est une grande demande qu'on a de pouvoir parler du deuil. Là, en particulier des chiens, c'est vrai, mais parce que c'est pas forcément entendu ou compris d'autres professionnels de santé, ou voire même de la famille, quoi. Enfin, des phrases typiques de « bon, c'est un chien, ça va ». Ou des phrases du style « ça va aller ». Alors, ça va aller, tu vas voir, prends-en un autre. Et des fois, ça soulève une colère pas possible, parce que dans la colère, on peut très bien se dire « mais est-ce qu'on dit ça à une maman qui vient de perdre son enfant ? Est-ce qu'on dit ça à une sœur qui vient de perdre son frère ? Bon, t'inquiète, t'en feras un autre. » Non. Et c'est d'une violence inouïe. Et de se prendre une violence pareille, ça marque. Dans un moment pareil, surtout, ouais. Est-ce que tu veux revenir un peu sur ton expérience de la perte de Django ? Oui. Alors, il y a peut-être 2 choses qui me viendraient par rapport à ça. La première chose, qui m'est venue, c'est de me dire que faites tout ce qui vous semble important pour vous à ce moment-là, même si c'est super bizarre, tant que ça fait de mal à personne, évidemment. Mais faites-le à partir du moment où ça vous fait du bien. Et je pense là à ça parce que du coup, Django a été incinéré et son urne, c'est pas vraiment d'autres mots. Du coup, je suis partie en voyage. Après, j'avais besoin de prendre de l'air. On est parti dans les Dolomites en Slovénie. Je l'avais toujours dans mon sac à dos. J'ai eu des réactions très étranges. Évidemment, je peux bien comprendre aussi. Et en même temps, j'en avais, mais alors, rien à péter. Rien à péter. Parce que je dis, en fait, vous êtes à des milliers de lieux de comprendre. À quel point c'était important pour toi à ce moment-là ? Ah ouais. Et même, ça peut être des choses un peu bizarres, mais du style, prendre une bougie. Ouais, c'est une amie à moi qui m'avait offert une bougie quand il est parti. Et en fait, je l'allumais dès que j'y pensais. Alors, ça paraissait bizarre pour tout le monde, mais je me disais, c'est bon, il est là, tu vois. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça. Et puis, on s'en fout, ce que ça peut être aussi... ça m'a fait rire parce qu'on en a parlé avec la personne qui me gardait les chiens régulièrement et qui les garde encore. Et elle me disait, une fois, je lui ai dit un peu honteusement, je lui ai dit, ouais, avant d'aller me coucher le soir, j'avais son harnais. Et j'allais le sentir parce que ce chien puait. Parce que, bon, le pauvre, parce qu'il avait des problèmes de peau, mais il sentait mauvais. Et en fait, du coup, cette puanteur, je la sentais sur son harnais et puis j'allais dormir. Et elle me dit, ça me fait du bien que tu me le dises parce que je le faisais aussi. Et c'est trop bizarre, mais on s'en fout. Ça fait de mal à personne. Oui. Ça fait du bien aux concernés. Et ça, je pense que c'est important de le dire aux personnes. Et une autre petite chose aussi, peut-être pour les personnes qui hésitent à reprendre un animal, parce que ça aussi, je trouve que c'est un gros truc. Parce qu'en même temps que j'ai perdu Django, j'ai une autre collègue à moi et amie maintenant, qui a perdu aussi sa chienne du même âge. Et les chiens étaient nés une semaine d'intervalle. Enfin bref, un truc... Ah ouais. Okay. On s'est dit, oh mon Dieu. Elle a repris un chien rapidement. Et en fait, très rapidement, elle hésitait. Et puis à un moment dans cette discussion, je sais plus, elle m'a dit, mais
Elle m'a dit, mais en fait, je me suis rendu compte que si je reprends un animal, tu vois, c'est comme si ma vie et toutes les personnes qui me sont chères, on est autour d'une grande table ronde. Et au début, elle avait l'impression que si elle reprenait un chien, genre ce chien allait prendre la chaise de Joline, parce que je peux dire son prénom, de Joline, qui était partie. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, non, là, je comprends très bien que c'est juste que j'ajoute une chaise à la table. Et je trouve que c'est joli comme tout de le voir comme ça. C'est juste que la table est plus grande. Et qu'on ne remplace pas parce qu'on n'en a pas envie, mais parce qu'on ne peut jamais remplacer quelqu'un. C'est totalement unique. Puis toutes les expériences qu'on a vécues avec, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas les recréer. Donc ça, c'est forcément unique. Et la dernière petite chose qui a fait écho à un travail de recherche pour une doctorante. J'avais bossé pendant un temps avec une doctorante, du coup, qui travaillait, elle, sur le deuil périnatal. Donc des parents qui ont perdu un enfant avant la naissance. Mais ça permettait de voir un petit peu ce qui se passe aussi pendant le deuil. Et une chose qui se regroupait avec beaucoup d'autres cas cliniques ou études à ce sujet-là, c'est la recherche de sens. Et la recherche de sens, elle est propre. Ça rejoint un petit peu le côté socio-culturel dont on parlait avant. Dans certaines religions, il y a vraiment le côté où il faut presque pas se fâcher. Enfin, il faut pas ressentir de colère ou inhiber la colère face au décès, parce que c'est un Dieu, ou c'est Dieu qui l'a récupéré, qui a récupéré cette personne-là, cette âme-là auprès de lui. C'est une manière de voir la chose. Il y en a d'autres qui vont le voir dans la réincarnation, il y en a d'autres qui vont le voir de X ou Y manière. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où une personne trouve un sens à ce qui se passe, ça apaise déjà énormément. Et autant j'ai une partie de moi qui met des warnings et qui dit faites attention. Je pense à certains professionnels qui peuvent aussi profiter de ces moments-là. Voilà, de pas aller dans quelque chose qui peut vous faire du mal. Et en même temps, si vous êtes d'accompagner quelqu'un qui est en deuil et que cette personne trouve un sens à ce qui se passe, qui ne blesse personne et qui ne la blesse pas, accompagnez-la aussi dans le sens qu'elle prend là. C'est ce qui la permet de s'apaiser, c'est ce qui fait sens pour elle à ce moment-là. Et c'est ce qui lui permet d'avancer dans le processus. Donc, oui, je pense à ça parce que j'ai pendant un temps fait des communications animales aussi. Et en soi, je m'en fichais, j'avais pas besoin qu'on me dise t'as raison ou t'as pas raison. Par contre, ce dont j'avais vraiment pas besoin, c'est qu'on me dise mais en fait t'es en train de devenir complètement folle, t'es en train de chercher un truc où il n'y a pas, t'es en train de virer dans quelque chose de pas sain, alors qu'en fait j'en faisais rien du tout, c'est juste que moi ça me permettait d'évacuer. Puis ça entretenait une forme de lien qui ne me faisait pas mal plus que ça au final. Et qui me permettait d'y mettre un tout petit peu de sens, ou du moins de creuser d'un côté. C'était inoffensif, en fait. Oui. Par contre, ce dont j'avais pas besoin, c'est, vu que ça me permettait un petit peu d'avancer, j'avais pas besoin qu'on vienne et qu'on shoote dedans, quoi. Oui. C'est un peu le côté là. Et du coup, si ça arrive, en tout cas, s'il y a des personnes qui passent par là, faites-vous confiance, faites confiance aussi à vos proches qui vous connaissent, et faites confiance aussi à vos proches s'ils vous disent là, par contre, on se questionne, comment tu te sens, etc. Parce qu'on te voit, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à la remise en question, mais en tout cas, faites-vous confiance aussi et faites ce qui vous fait du bien, franchement. C'est assez dur comme ça, quoi. On va pas s'en rajouter. C'est clair. Je pense qu'on pourrait partir en fait dans à peu près tous les sens. Ouais. On est un peu déjà parti dans tous les sens. Mais c'est le propre des épisodes où on go with the flow. Ouais. Oui, c'est clair. Même si le flow, c'est une espèce de tsunami... pas possible. Bah, d'ailleurs, avec le go with the flow, ça me fait penser aussi, avec Anaïs que tu as aussi déjà accueilli là, on en rigole aussi beaucoup de ce flow-là, tu vois, de dire je fais avec le courant, puis t'es dans un espèce d'ouragan pas possible. Et en même temps, parce que c'est ça, tu vois aussi le deuil, il y a le côté où tu peux passer par des moments d'extrême joie et après ressentir de la culpabilité de vivre de la joie alors que cette personne n'est plus à tes côtés. Et ne pourra pas vivre ça potentiellement non plus, d'une intense colère, d'une grande tristesse, puis plus rien. Et puis un beau jour, c'est une musique, ou une odeur, ou un truc qui va te faire redéclencher tout le truc. Et c'est ok. Enfin, il y a un truc où il faut vraiment... on ne peut pas aller contre de toute façon quand ça vient. Donc il y a un truc où on prend sa petite barque et puis on traverse un peu ce tsunami et puis on se raccroche à des personnes qui sont bienveillantes autour. C'est pour ça que si on n'a pas forcément en termes amis, famille ou autre, allez voir un pro avec lequel vous vous sentez bien et avec lequel vous pouvez déposer ça. C'est aussi pour ça qu'on a fait Game of Pause avec Morgane, c'est parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'est tellement peu pris en compte cette sphère
de la relation à l'animal et qu'il se passe tellement de choses que c'est important que les personnes aient un endroit pour décharger, pour être accueillis. En fait, c'est plus un endroit d'accueil, plus un espèce de dispositif d'accueil aussi, tout ce qui se passe. Ouais. Mais voilà, c'est pas linéaire, on passe partout, on est toujours cette espèce d'aquarelle mélangée, des fois plus sombre, des fois plus claire. Ouais, tout est en permanence. Ouais, c'est tout le temps là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie d'amener sur le sujet ? Je ne crois pas. Est-ce que tu as des ressources à partager sur le sujet ou des conseils que tu aurais envie de donner sur le sujet, en plus de tout ce qu'on a déjà dit ici ? Pour une fois, des ressources, j'en ai vraiment pas, parce que je m'y suis encore vachement coupée. Je crois qu'encore maintenant, là, j'ai lu à droite à gauche, mais pas des choses que je pourrais, je pense, recommander pour, on va dire, pour tout public. Ce serait vraiment du plus précis, donc pas forcément de ce côté-là. Je m'y suis pas encore ouverte, en fait, je crois que je réalise là. Bien qu'on m'ait parlé d'un bouquin qui s'appelle « Son odeur après la pluie », qui a l'air d'être très joli. Mais celui-là, je pense pas que je le lirai avant quelques années. Le titre est très beau, en tout cas. Ouais. Oui, le titre est beau. Oui, le titre est très beau. Oui. Et sinon, rien d'autre, hormis vraiment prendre soin de soi, faire ce qui nous fait du bien, de se laisser la liberté de vivre son deuil à sa manière, en fonction de nos besoins profonds, vraiment. Et de s'entourer de personnes qui vont, j'allais dire, nous tirer vers le haut, mais pas forcément, parce que des fois, on n'a pas besoin d'être tiré vers le haut, des fois, on a juste besoin de quelqu'un qui s'assied avec nous dans la grotte, sans parler. On est juste assis et il est là le temps de la tempête, quoi. Ouais, et des fois, c'est aussi important de s'accorder, en tout cas, moi, dans les 2 principales phases de deuil que j'ai traversées ces dernières années, je sais que souvent, en fait, j'avais besoin de revivre des souvenirs, tu vois, d'aller chercher des souvenirs, et qui, des fois, me mettaient au plus bas, mais en fait, me faisaient du bien aussi. Et je sais que ça, c'était pas forcément très bien compris par mon entourage proche. Et moi, c'est ça le conseil que j'aurais envie de donner, c'est que si ça vous fait du bien à ce moment-là, faites-le, même si ça peut paraître... tu as cité plusieurs exemples, mais des fois, de chercher un peu frénétiquement à revivre des trucs, ça nous fait du bien aussi, et ça permet aussi de témoigner à quel point on a eu de la chance de croiser la route de cet animal ou de cette personne ou de cette situation, ou d'avoir... c'était cool. Pour en garder le meilleur, il faut aussi pouvoir se replonger dans les souvenirs et pour avancer avec, je crois. Complètement. Que ce soit regarder les photos tous les soirs ou une fois de temps à autre quand ça nous semble pertinent, quand on en ressent le besoin ou autre. Oui. Et de se dire que... Et puis de se laisser aller aussi à des phases. Enfin, il y a des moments où je sais... au tout début, moi, c'était du style... Je reste chez moi et je chiale. Ne me parlez pas. Laissez-moi tranquille. Je chialais pendant une vie et puis ça m'ira très bien. Et de se laisser cette liberté-là, de se permettre de ressentir aussi tout ça. Et effectivement, dans ce que tu dis, c'est que finalement, de voir aussi l'envers du décor, c'est-à-dire pas juste de se dire « Ah, quand je regarde des vidéos, des photos, ça me fait ressentir quelque chose », mais c'est de se dire aussi « Ok, ça me permet de ressentir ». Là où, en fait, dans mon quotidien, je me permets pas de ressentir. Donc c'est juste une manière pour moi de me reconnecter et d'avancer dans ce processus-là. Si on a le droit, quoi. De toute façon, un jour ou l'autre, on passe à la casserole. Donc... voilà. Mais c'est pas, effectivement, c'est pas... Par contre, si c'est... Et là, je pense que c'est quand même important de le dire. Si c'est une pensée qui est vraiment obsédante et qu'elle empêche de vivre, en fait, un quotidien serein, je pense à des personnes qui, dès qu'elles voient le chien boire dans la flaque, ou vraiment un truc qui peut paraître comme ça assez minime, mais surtout quelque chose qui peut être très fréquent, parce que ça va venir impacter le quotidien fréquemment. Dans le sens où n'hésitez pas à vous faire aider là-dessus, parce que c'est important de pouvoir vivre aussi le moment et l'instant, sans entrer dans des peurs qui sont vraiment massives, dans des angoisses massives qui vont handicaper le quotidien, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Livia, pour cette riche conversation. Ouais, merci pas très aisée, mais ça très va intéressante. Ouais, non, c'est cool. Ça va pour toi? Ouais. Toi aussi? Oui, ça va. Ouais.
Ok, et dans les questions, là, je suis sans script, je suis roue libre aujourd'hui. Aussi. Ouais. Le flow. Ok, donc tu nous as dit que tu n'avais pas spécialement de ressources, si ce n'est ce livre-là qu'on t'a cité. Pour finir, du coup, sur les questions récurrentes un peu du podcast, à qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain épisode? J'aimerais beaucoup entendre un ou une vétérinaire parler de l'accompagnement des humains dans ce processus-là. Je crois que j'aimerais beaucoup dans le processus parce que finalement, alors ça va pas être fun dit comme ça, mais quand j'ai dû dire au revoir à Django chez le vétérinaire, j'ai vu le vétérinaire presque aussi perdu que mes parents qui étaient derrière à ce moment-là. Et je me suis dit, j'aimerais bien savoir comment ils le vivent et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider aussi à gérer cette partie du travail. Ouais, effectivement. Ok, bah je note. Je note. Je ne sais pas qui je vais aller chercher sur ce sujet. En tout cas, un appel est ouvert. Si vous êtes vétérinaire vous-même et avez envie de parler de ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. mais non, c'est hyper intéressant. Et en fait, même cette question de l'euthanasie, au final, parce qu'il s'agit de ça là dont on parle, et c'est un sujet qui est... Bon, là, il y a de quoi refaire un monde, je crois, avec cette question-là. C'est hyper complexe, mais en tout cas, qui là, en l'état, fait partie effectivement du métier de vétérinaire et qui est quand même, qui fait quand même partie de leur quotidien. Effectivement, ça se questionne et de comment on accompagne les vétérinaires, comment on accompagne les gens dans ce moment-là, au mieux. C'est vrai que ça serait un vrai sujet à aborder. Merci pour cette oui, d'ailleurs, ça me fait juste penser, je sais pas si je peux l'ajouter là, mais là où je voulais aussi tenir attentif, parce que du coup, je l'avais pas vécu avant pour un animal, mais je travaille en EHPAD. Et il y a quelque chose où je trouve que l'accompagnement entre le décès de l'humain et le décès de l'animal, il y a quelque chose où je le trouve très brutal chez l'animal. Je pense au chien là, mais parce qu'on voit le moment, tu vois, de l'euthanasie, il y a les deux piqûres, il y a le piqûre qui endort et puis il y a la piqûre, enfin il y a l'euthanasie, qui est déjà sévère à voir, le corps sans vie. C'est aussi quelque chose à voir. Et enfin, à voir. Quand je dis c'est aussi quelque chose qu'il faut encaisser, quoi, c'est plus ça. Et quelque chose de très... alors, on peut le vivre aussi chez l'humain, mais tout l'administratif derrière, il n'y en a pas autant chez l'animal que chez l'humain, mais le côté où vous voulez comment, de ci, de ça, de combien, de ci, de ça, mais vous avez les moyens de payer, etc. Et ça peut être très... Et c'est normal, parce qu'ils doivent le faire, c'est comme ça. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être très impactants. Aussi parce que, bon, quand on est auprès de son animal, quand il décède, le corps qui part a aussi des actions et des réactions qui peuvent être lourdes à vivre. C'est pas facile de voir un corps qui meurt. Et tout ce qui est autour de cette industrie-là. Je sais que ça semble bizarre, mais quand j'ai dû prendre le truc pour Django, c'était un équarrisseur. J'ai plus le nom maintenant, je l'ai tellement... Mais je me dis... Rien que le mot, il est pas la morgue, c'est l'équarrisseur. Oh mon Dieu, c'est dur. Et je pense aussi à toutes les personnes qui ont des chevaux, parce que du coup, moi j'en ai pas, mais j'ai parlé avec une petite fée qui a une jument et qui m'a dit que pour les chevaux, c'est d'une violence sans nom, parce qu'ils viennent avec le tracteur, enfin, en quelque sorte, pour soulever la carcasse. Et je me dis, mais quand on vit l'animal comme nous, on peut vivre avec nos animaux. C'est comme si moi, ma meilleure pote, elle décède demain et puis c'est un tractopelle qui vient la chercher. Je crois que tu vois la violence du truc. Et tout ça fait que pour moi, vraiment, il faut s'entourer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très marquantes et dont la plupart des gens ne se rendent pas compte. C'est genre en mode, il est décédé, ok. Ouais. Mais tu vois, un truc, ça me fait penser à, effectivement, quand tu parles de tout l'administratif, faire incinérer son animal, rien que ça, en fait, moi, il y a encore 2 ou 3 ans de ça, je ne savais pas que ça se faisait, quoi. Enfin, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait du corps de son animal, et je sais qu'il commence à exister des endroits dans les cimetières aussi pour les animaux, c'est quelque chose qui se démocratise, mais qui encore, enfin voilà, avant d'être confronté à la question, on ne sait pas ce qui se passe, et cette peur du vide aussi, elle est hyper importante au moment où ça se présente, parce qu'effectivement, tout d'un coup, peut venir l'angoisse de mais qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi? Comment je fais Oui, c'est d'être un peu perdu dans le truc, on ne sait pas forcément trop. Je pense aussi, et vraiment très très fort, à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément les besoins, enfin
qui n'ont pas forcément les ressources financières pour pouvoir aussi rendre hommage comme elles le souhaitaient, qui est aussi impactant. Et de dire vraiment qu'il faut prendre soin de soi là-dedans, parce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent sembler... Enfin, moi, quand je suis allée chercher l'urne, c'était d'une violence sans nom. Et c'est même pas... Je parle pas des vétérinaires, hein, mais il y a quelque chose où j'arrive dans la salle d'attente et il y a tous les souvenirs... Enfin, entre guillemets, des souvenirs. Mais tu sais, quand tu vas chez le véto, t'as l'habitude de venir chercher ton chien ou un truc comme ça. Là, pas. T'es en mode, bon, d'accord. À côté, tu vois quelqu'un qui vient vacciner son chiot. L'aide-soignante l'ASV, qui vient te donner l'urne, elle sait pas forcément, elle t'a pas vu, elle sait pas de qui, tous ces petits trucs-là. Et je me dis, de vivre ça tout seul dans son coin, non, faut être accompagné. Faut vraiment, si on en ressent le besoin, c'est pas l'idée de forcer là-dedans, mais de prendre conscience que tout ça, c'est pas anodin, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Non, c'est vrai que j'aurais pas pensé ça, tu vois, mais en fait, si. Enfin, c'est vrai que j'en parlais avec ma voisine là qui m'avait aussi perdu une de ses chiennes. C'est super dur. Enfin, super dur à voir, tu vois, à faire. Donc, c'est pas juste j'ai perdu mon animal, c'est vrai que t'as passé tout ça, quoi. Ouais. Chose que chez l'humain, t'as pas. Tu as la toilette mortuaire et tout. En général, c'est le personnel médical. Tu le vois pas forcément. Quand on te présente le corps, il est... il a été soigné pour être, entre guillemets, présentable. C'est pas le cas chez l'animal. Et là, moi, je parle là en disant que c'est mon animal qui est mort physiquement intact. S'il y a un accident ou quoi, c'est un aspect à prendre en compte pour moi. Que les gens comprennent pas forcément. Ouais. Donc bon, c'est impactant, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, typiquement, moi, mon chat est décédé... il s'est fait potentiellement attaquer par un autre animal. On n'a pas trop suivi dans quelles circonstances, mais mon compagnon et mon frère l'ont récupéré et m'ont pas laissé le voir, tu vois. Et je sais pas trop comment je me positionne par rapport à ça, tu vois, mais ça a été une vraie question aussi dans mon deuil de me dire, mais je l'ai pas vu mort, tu vois, donc il est pas vraiment mort. Et en même temps, je les remercie aussi de pas m'avoir laissé ce dernier souvenir-là, tu vois. C'est compliqué. C'est difficile de savoir. C'est très difficile. Je sais que, par exemple, pour les enfants, il y a beaucoup de psys, par exemple, qui vont recommander que, non pas forcément que l'enfant voit tout le corps, parce qu'effectivement, ça peut avoir quelque chose de choquant, mais si l'enfant est en demande, qu'il puisse voir, même si c'est juste la main, ou qu'il puisse voir aussi, expérimenter, parce que s'il en ressent le besoin, il en ressent le besoin, quoi. Et parfois, ça peut être plus impactant de ne pas savoir, de ne pas avoir vu, de ne pas être sûr au final, dans l'idée d'une espèce d'attente, d'un retour, de son on sait jamais, quoi. Ouais. C'est comme une phrase sans point final. Ouais. On s'arrête là-dessus. Ça va pour toi ? Merci beaucoup. Ouais, ça va. Merci beaucoup, Livia, pour cette conversation hyper intéressante. Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures, facilement, mais parce qu'il y a plein de choses qui nous viennent et ça évoque beaucoup de choses. Mais en tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question et du sujet pour que ça puisse soulager peut-être ou répondre à des questions ou je ne sais quoi sur le sujet. Et puis voilà, merci beaucoup, Livia. Merci, à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tu reviendras bien une 4e fois. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Trop cool. Merci à toi, à bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Livia et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @psychopause_ et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.